J'ai pensé qu'élever un enfant avec amour m'assurerait une place dans sa vie, mais le jour où j'ai cessé d'apporter de l'argent, je suis devenue un fardeau qui gênait sur leur table. Je m'appelle Clara et j'ai 70 ans. Depuis que mon mari est décédé il y a plus de 2 décennies, j'ai travaillé sans relâche comme gouvernante dans la maison d'un homme veuf et très riche. Il avait confiance en moi comme peu de patrons en ont. Il me chargeait de maintenir tout en ordre, mais j'ai aussi aidé à élever ses enfants et, avec le temps, même ses petits-enfants. Ma vie était une routine de service et de dévouement, tant dans ce travail que dans le petit appartement où je vivais avec mon fils, sa femme et mes petits-enfants. Là aussi, je cuisinais, nettoyais, gardais les enfants et me taisais, même si nous partagions le même toit. Je savais qu'ils ne m'appréciaient que tant que je leur étais utile. Les meilleures sorties en famille étaient planifiées en cachette, les dîners spéciaux étaient organisés quand je n'étais pas là et les décisions importantes ne tenaient jamais compte de mon opinion. Ça me faisait mal, mais je préférais penser que c'était une question d'habitude, qu'avec les années, quelque chose changerait. Au fond, je m'accrochais à l'espoir que mon fils reconnaisse tout ce que je faisais, ne serait-ce qu'avec un geste, un mot, un après-midi partagé. Le travail avec Monsieur Salvador, mon patron, était la seule chose qui me donnait un sens. Il a toujours été juste, réservé, mais observateur. Il savait quand j'étais épuisée, quand j'avais mal au dos, quand mes mains tremblaient de fatigue. Il ne m'a jamais manqué de respect ni ne m'a traité comme une simple employée, et c'est précisément lui qui, sans prévenir, m'a demandé de m'asseoir un après-midi et m'a dit d'une voix ferme, mais chaleureuse, que le moment était venu de me reposer. Je ne l'ai pas supplié, je l'ai juste regardé en silence quand il a fait glisser sur la table une enveloppe avec des documents et un virement équivalent à près de 800 000 $. Tu as assez travaillé, Clara, maintenant c'est ton tour de vivre, m'a-t-il dit. Je me suis sentie reconnaissante et émue, mais le cœur serré. Je savais qu'à la maison, il ne le prendrait pas bien. Ce soir-là, en rentrant à l'appartement, je me suis assise avec mon fils et sa femme pour leur annoncer la nouvelle. Je n'avais pas encore révélé l'argent que j'avais reçu, je leur ai juste dit que j'avais terminé mon cycle dans la maison où je travaillais. Il a suffi de voir les regards gênés, les soupirs dissimulés et le silence, pesant pour comprendre ce qui allait arriver. Mon fils m'a à peine demandé si je cherchais déjà un autre travail, et sa femme a lâché un commentaire empoisonné sur la difficulté de faire vivre autant de gens avec un seul salaire. Il n'a pas fallu de cris ni d'insultes, leurs yeux ont tout dit, sans salaire, je ne servais plus à rien. Et à cet instant, j'ai su que quelque chose de très sombre allait commencer, mais ce qu'ils n'imaginaient pas, c'est que derrière mon silence se cachait un secret qui changerait à jamais la valeur qu'ils pensaient que j'avais. Cette nuit-là, j'ai à peine pu dormir. Je me suis levée avant tout le monde, comme toujours, j'ai préparé le petit déjeuner et j'ai mis la table comme si de rien n'était. La routine était la seule chose qui me restait, la seule façon de garder mon calme face à une réalité qui commençait à se fissurer. Pendant que je servais le café, j'écoutais ma belle-fille chuchoter quelque chose à l'oreille de mon fils. Il faisait semblant de ne pas les entendre, mais chaque mot s'enfonçait comme une épine. Elle ne travaille plus, et maintenant quoi? Nous n'allons pas la maintenir comme si elle était une reine? Il n'a pas répondu immédiatement, il a juste froncé les sourcils et baissé les yeux, mais il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit, son silence était déjà une décision. Ce même jour dans l'après-midi, pendant que j'étendais le linge dans le petit patio, mon fils s'est approché de moi avec une expression forcée. Il m'a demandé si j'avais déjà envisagé de chercher autre chose, il a dit que la situation économique était difficile, que nous devions tous contribuer. J'ai acquiescé sans donner d'explication. Je ne lui ai pas parlé de l'argent, je ne lui ai pas dit que j'avais un chiffre que beaucoup ne verraient pas de toute leur vie. J'ai senti que si je le mentionnais, l'intérêt serait immédiat et je ne saurais plus si les mots venaient du cœur ou d'un calcul. J'ai préféré garder ce secret comme un bouclier, car pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai compris que j'étais seule. Les jours suivants ont été tendus. Ma belle-fille a cessé de me parler directement et a commencé à écrire des notes pour me demander des choses. Aller chercher les enfants à 4 heures, il manquait du lait, n'oublie pas de repasser les chemises. L'air est devenu dense, épais. J'avais l'impression de marcher entre des couteaux invisibles, que tout mouvement pouvait être utilisé contre moi. Il n'y avait pas de gratitude, seulement des attentes, et maintenant que je n'apportais plus de salaire, il semblait que même respirer les dérangeait. Malgré cela, j'ai résisté, je me suis accrochée à l'idée que peut-être avec le temps les eaux reprendraient leur cours, mais ce ne fut pas le cas. Le dimanche suivant, pendant que nous prenions le petit déjeuner, ma belle-fille a fait un commentaire sarcastique sur la façon dont certaines personnes vieillissaient sans avoir rien construit de propre. Je n'ai pas répondu, mais mon fils, lui, l'a fait avec une froideur qui m'a coupé le souffle. Il m'a dit que je devais partir, que je ne pouvais plus continuer à vivre là, que la maison était louée et qu'ils avaient besoin de cet espace. Il l'a dit sans élever la voix, comme celui qui expose une vérité logique, indiscutable. Je me suis levée de la table, je suis montée dans ma chambre et j'ai commencé à faire mes valises avec les mains tremblantes, non pas par peur, mais par la certitude brutale que ce jour-là,
le peu de famille qui me restait s'était brisé sans remède. Je suis sortie par cette porte avec une valise à la main, sans savoir que le destin m'attendait juste à la table d'un vieux restaurant, ce qui changerait le cours de mon histoire. J'ai marché sans but pendant un moment, la valise traînant derrière moi comme si elle pesait des tonnes. Chaque pas que je faisais m'éloignait de la vie que je croyais avoir construite. Je n'avais pas de plan ni de destination claire, seulement une vague idée. Déjeuner quelque chose de chaud avant de chercher une pension économique. J'avais mal au corps, mais ce qui pesait vraiment, c'était la honte. Être renvoyée à cet âge par le fils même que j'ai élevé avec tant de soin, par la belle-fille à qui j'ai ouvert les portes de ma maison et même de mon cœur. Ce n'était pas juste, mais à ce stade, la justice me semblait un luxe réservé aux autres. J'ai pris un autobus et je suis descendue quelques pâtés de maison avant le restaurant El Maison d'El Sur. Ce n'était pas l'un des endroits luxueux de Monsieur Salvador, mais c'était bien sa propriété. Il l'avait ouvert comme une option plus simple pour les employés, avec des plats faits maison à bas prix et une ambiance agréable. Nous mangions là quand nous avions une pause, et parfois il nous laissait même emporter de la nourriture à la maison. Je suis entrée la tête baissée en espérant passer inaperçue, mais je n'ai pas tardé à entendre une voix connue qui m'a fait me retourner. C'était Emilio, le chauffeur de confiance du patron, qui avait aussi été mon confident pendant des années. Il m'a demandé, étonné, « Pourquoi vous promenez-vous avec une valise en plein midi ?» J'ai hésité, ma gorge me brûlait rien qu'à l'idée de le dire à voix haute, mais quelque chose dans son regard honnête m'a fait céder. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, le renvoi, le silence à la maison, le déjeuner de ce matin-là, la porte claquée définitivement. Je ne lui ai pas mentionné l'argent, mais bien la douleur. Emilio n'a rien dit au début, il m'a juste pris le bras avec délicatesse et m'a proposé de manger avec lui. Nous avons partagé une soupe chaude et un riz aux légumes et pour la première fois depuis des jours, j'ai senti que quelqu'un me voyait comme une personne, pas comme un obstacle ni comme une servante. Quand nous avons fini de manger, je l'ai remercié et je lui ai dit au revoir. J'ai marché jusqu'à une pension simple dans une rue tranquille et j'ai payé 2 nuits en espèces. Ce n'était pas l'endroit le plus confortable, mais il y avait un lit, une salle de bain privée et une serrure que je pouvais contrôler. J'ai rangé la valise sous le lit, j'ai caché les documents dans un compartiment de mon sac et je me suis assise sur le bord en regardant la fenêtre. Je savais qu'avec les presque 800 000 $ que j'avais sur mon compte, je pouvais acheter une maison modeste, payer mes médicaments et vivre sans souci, mais la réalité était autre. Je ne faisais confiance à personne, pas même à mon sang, parce que si mon propre fils a été capable de me tourner le dos, qu'est-ce que je pouvais attendre du reste du monde? Le jour suivant, mon téléphone a sonné tôt et sur l'écran est apparu un nom que je n'espérais plus jamais revoir, Salvador qui appelait. Je suis restée à regarder l'écran, sans bouger un muscle. C'était Salvador. Il y avait à peine une semaine qu'il m'avait renvoyé avec affection, avec ce mélange de respect et de fermeté qu'il avait toujours caractérisé. J'ai hésité à répondre, mais la curiosité a fini par me vaincre. En répondant, sa voix a sonné aussi sereine que d'habitude, mais aussi chargée d'inquiétude. Il m'a demandé avec délicatesse où j'étais hébergée. Je n'ai pas su comment l'expliquer sans avoir l'air pathétique, alors j'ai été directe, dans une pension simple près du centre. Il n'a fait aucun commentaire, il m'a juste demandé l'adresse et a dit que dans 1 heure il enverrait une voiture pour moi. Je n'accepte pas un non comme réponse, a-t-il dit clairement, et il a raccroché. Je suis devenue nerveuse, je ne savais pas si j'avais bien fait de répondre, je ne voulais pas avoir l'air de chercher la pitié, mais la vérité était qu'au fond j'étais soulagée de ne pas avoir à affronter un autre jour seul. 1 heure après, une voiture noire avec des vitres teintées s'est arrêtée devant la pension. Le chauffeur est descendu de la voiture avec respect, m'a aidé avec la valise et a ouvert la porte arrière, Pendant le trajet, il n'a pas dit un mot. Je regardais par la fenêtre en reconnaissant les rues que j'avais tant de fois parcourues pour servir les autres, mais cette fois je n'allais rien nettoyer, ni repasser ni plier des serviettes. Je ne savais pas où j'allais, et cela m'inquiétait plus que toute autre chose. Salvador m'a reçu à l'entrée de sa maison avec un sourire sincère. Il avait vieilli comme moi, mais il conservait cette élégance discrète qui le distinguait depuis toujours. Il m'a proposé de m'asseoir et m'a servi un thé à la camomille, comme il avait l'habitude de le faire quand il me voyait fatiguée. Il n'a pas parlé de mon fils ni du renvoi, il a juste dit qu'il avait été injuste de me laisser partir sans m'assurer une vraie retraite. Je n'ai pas besoin d'une employée, Clara, m'a-t-il dit, ce dont j'ai besoin, c'est que tu ailles bien. Ici, tu as toujours fait partie de cette famille et maintenant je veux que tu vives comme telle. Je n'ai pas su quoi dire, j'ai juste acquiescé avec les yeux larmoyants, incapable de feindre la force face à une vérité qu'il m'était si difficile d'accepter. Quelqu'un me considérait encore comme précieuse. Cette nuit-là, j'ai dormi dans une chambre spacieuse avec des draps propres et le silence d'une maison où rien n'est exigé. J'ai senti pour la première fois depuis des années que je n'étais pas tolérée, mais bien accueillie, que je n'avais rien à démontrer pour mériter le respect.
Je me suis couchée lentement, sans me presser, en embrassant l'idée que peut-être la vie m'offrait une seconde chance, mais pendant que j'éteignais la lampe de chevet, un doute a commencé à égratigner ma conscience comme une écharde mal enterrée. Les jours suivants se sont écoulés lentement, mais tranquillement. Salvador ne me demandait rien, pas même d'aider à la maison, bien que par habitude je trouvais de petites tâches à faire. Je me levais tôt, je préparais mon café et je sortais me promener dans le jardin, en respirant cet air qui ne sent pas l'attention ni les réclamations. Dans sa maison, personne ne me considérait comme une dépense ni comme un obstacle. Les petits-enfants, qui étaient encore jeunes, me saluaient avec affection, se souvenaient de mes recettes, de mes conseils, de mes histoires. Il n'y avait pas un seul geste de pitié, mais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, une sincère appréciation. Cependant, quelque chose en moi n'arrivait pas à s'apaiser. Chaque fois que le téléphone vibrait, chaque fois que j'entendais des pas près de l'entrée, je pensais que c'était lui, mon fils. J'imaginais son visage en sachant que je n'étais pas parquée dans une pension sale, mais que je vivais avec dignité dans la maison d'un homme qui appréciait ce que j'étais, non par le sang, mais par l'histoire, et surtout, par la gratitude. Il ne s'est pas passé beaucoup de jours avant que ce soupçon ne se confirme. Un après-midi, Salvador est revenu d'une réunion les sourcils froncés. Il m'a dit qu'ils avaient vu mon fils traîner près du restaurant le plus fréquenté de la famille, posant des questions, se renseignant. Je le savais déjà. Ce même soir, alors que nous terminions de dîner, Salvador m'a proposé quelque chose que je n'attendais pas. Il m'a dit qu'il avait parlé avec son neveu, directeur de l'un de ses restaurants, et qu'il pouvait offrir un poste à mon fils, un travail digne, bien rémunéré, sans avantage particulier, juste une opportunité. Mais il y avait une condition, et cette condition devait venir de moi. Je devais lui dire clairement que s'il acceptait cet emploi, il devait garder ses distances, ne plus jamais frapper à ma porte, ne pas essayer de s'approcher avec de faux câlins ni des promesses de changement, rien, juste travailler et rester loin. C'était ma décision. Il m'a fallu quelques minutes pour répondre, mais quand je l'ai fait, ma voix n'a pas tremblé. J'ai accepté. Je lui ai demandé de lui offrir le poste, mais sous cette unique condition, non pas par rancune, mais par instinct, parce que je savais que si je lui tendais la main, je finirais une fois de plus dépouillée jusqu'à l'âme. Salvador a acquiescé en silence et m'a embrassée avec tendresse, comme s'il comprenait tout sans avoir besoin de plus de mots. Ce soir-là, avant de dormir, j'ai regardé le plafond sombre de ma nouvelle chambre et j'ai ressenti un étrange soulagement, comme si j'avais enfin fermé une porte qui était entr'ouverte depuis trop d'années, mais la vie, comme toujours, avait d'autres plans et mon fils n'était pas disposé à perdre si facilement ce qu'il croyait être le sien. Seulement 2 jours se sont écoulés depuis que Salvador a fait la proposition et j'avais déjà une réponse. Mon fils avait accepté le travail. Il n'a pas beaucoup demandé, il n'a pas exigé de détails, il a simplement dit qu'il le prenait. Je savais qu'il n'avait pas de marge de manœuvre, il était endetté et son salaire actuel couvrait à peine le loyer et les dépenses des enfants. Il ne s'est pas renseigné sur moi, pas un mot, comme s'il savait que prononcer à nouveau mon nom dans sa bouche suffisait à fermer l'unique porte qui le soutenait encore. Pendant un instant, j'ai cru qu'il avait peut-être compris le message, qu'il avait peut-être décidé de refaire son chemin, mais au fond, une voix intérieure me disait qu'il se préparait seulement à un autre coup. Je me suis accrochée à la routine, je me levais tôt, je tricotais dans le jardin, j'accompagnais Salvador dans ses promenades et j'ai même repris la lecture que j'aimais tant quand j'étais jeune. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de vivre pour moi, mais tout cela a basculé le matin où est arrivée une enveloppe sans expéditeur livrée par un motocycliste. Je l'ai ouverte avec des mains fermes. À l'intérieur, il y avait une copie de l'acte de propriété de l'appartement où vivait mon fils, enregistré uniquement à son nom et à celui de sa femme. Ce n'était pas une menace directe, mais le message était clair. Il voulait me rappeler que je n'avais pas le droit de réclamer quoi que ce soit, que la maison où on m'achetait ne m'appartenait ni en briques ni en mémoire. J'ai gardé l'enveloppe sans rien dire, je n'en ai pas parlé avec Salvador, non pas parce que je voulais le cacher, mais parce que j'ai compris que cela n'en valait pas la peine. Cela ne me faisait plus mal, c'était simplement une confirmation de plus que j'avais pris la bonne décision, mais le lendemain, quelque chose m'a de nouveau secoué. On m'a appelé de la pension où j'étais hébergée. La dame qui administrait l'endroit a dit qu'un jeune homme s'est présenté en se renseignant sur moi, qu'il a dit être mon neveu, qu'il voulait savoir si j'avais laissé des objets, si j'avais du courrier en suspens. Elle a soupçonné quelque chose d'anormal et m'a prévenu. Ce même jour, Salvador a renforcé la sécurité de la maison, non pas parce que je le demandais, mais parce qu'il comprenait que ma tranquillité d'esprit était désormais une priorité. J'ai remercié en silence et ce soir-là, en vérifiant les papiers de la banque, une idée a commencé à prendre forme, quelque chose qui jusqu'alors me paraissait inutile, mais qui devenait maintenant inévitable. Le moment était venu de protéger légalement la seule chose que mon fils ne savait pas encore qui existait, mon argent. Ce vendredi après-midi, Salvador m'a appelé dans son bureau, sa voix était calme, mais ses yeux avaient un sérieux qu'il montrait rarement.
Je me suis assise en face de lui, en me sentant à nouveau comme cette jeune femme qui est entrée dans sa maison il y a plus de 30 ans à la recherche d'un travail digne pour élever son fils. Il m'a regardé en silence pendant quelques secondes avant de parler clairement. Le moment est venu de clore ce cycle avec vous, mais pas avec distance ni froideur. Je veux que cette retraite soit un hommage, pas un adieu. Je n'ai pas su quoi répondre, je l'ai seulement regardé avec le cœur brisé, je savais qu'il ne le disait pas par dégoût, mais par respect et cela faisait plus mal. Du tiroir de son bureau, il a sorti une enveloppe scellée, l'a posée sur la table et l'a poussée vers moi avec fermeté. Ici, il n'y a plus qu'une reconnaissance, il y a justice pour des années de dévouement. Je veux que tu vives sans crainte, sans pénurie, que tu aies la liberté pour la première fois de ta vie. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes et j'ai vu le chiffre, 793 000. Je ne pouvais pas le croire, c'était une somme que je n'ai jamais imaginé avoir, je n'en ai même pas rêvé. Il m'a expliqué qu'il l'avait prévu depuis longtemps, qu'il avait déposé peu à peu, convaincu que ce moment arriverait. Je ne veux pas que tu continues à travailler, Clara, je veux que tu commences à vivre. La seule chose que j'ai pu faire c'est d'acquiescer. Je suis retournée dans la chambre qu'on m'avait attribuée, je me suis assise au bord du lit et j'ai observé l'enveloppe comme si c'était un objet inconnu. Je savais que ce chiffre pouvait changer ma vie, acheter une maison, investir, m'assurer de la nourriture, des médicaments, de la dignité, mais je savais aussi que si mon fils l'apprenait, il ne tarderait pas à me chercher avec le même sourire avec lequel il me demandait auparavant des faveurs. Ce soir-là, j'ai peu dormi, mais pour la première fois, ce n'était pas par inquiétude, c'était par choix. À l'aube, j'avais déjà appelé un avocat de confiance de Salvador, et je lui ai demandé de m'aider à protéger chaque centime, pour que tout reste hors de portée de tout autre intérêt que le mien. Ce jour-là même, pendant que nous prenions du café sur la terrasse, Salvador m'a demandé si j'avais déjà dit à la maison que j'avais arrêté de travailler. Je lui ai dit que je ne comptais pas le faire. Cette nuit-là, je n'ai pas mentionné l'argent, j'ai juste acquiescé, sachant que ce qui allait arriver serait la tempête qui mettrait à l'épreuve tout ce que j'avais construit, parce que ma famille n'allait pas recevoir la nouvelle comme un repos mérité, mais comme le début de sa perte de pouvoir sur moi, et je ne me suis pas trompée. Cette même nuit, le visage de mon fils a complètement changé quand je lui ai annoncé que je n'allais plus jamais travailler. Cette nuit-là, je suis arrivée à l'appartement d'un pas ferme, mais l'estomac noué, je me suis assis à la table comme d'habitude en attendant le moment approprié. Quand mon fils est arrivé du travail, il m'a à peine regardé, le dîner était servi, ma belle-fille s'est installée avec cet air de supériorité qu'elle arborait toujours quand elle voulait me faire sentir de trop. C'est alors que d'une voix tranquille j'ai lâché la nouvelle. Aujourd'hui, j'ai officiellement terminé mon travail avec Monsieur Salvador, il a décidé que le moment de ma retraite était venu. Il n'y a pas eu d'applaudissements ni de mots de reconnaissance, seulement un silence froid, comme si je venais de leur dire que je ne leur serais plus utile. Mon fils a reposé les couverts avec force, il n'a pas crié, il n'a pas fait de scandale, il a juste demandé « Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ?» Avant que je puisse répondre, ma belle-fille a lâché un rire sec et a dit « Eh bien, elle ferait mieux de chercher quelque chose rapidement, parce qu'ici nous ne vivons pas de charité. » Les mots m'ont frappé plus fort qu'une claque, je me suis contentée de les regarder, je me suis retenue, ce n'était pas le moment de révéler quoi que ce soit, ni l'argent, ni l'offre de Salvador, ni le toit que je n'avais plus besoin d'emprunter, j'ai juste dit que je prendrais quelques jours pour me reposer et réfléchir. Le regard que mon fils m'a lancé était celui de quelqu'un qui sent qu'on lui retire une propriété, ni plus ni moins. Le lendemain matin, l'ambiance était tendue, j'ai préparé le petit déjeuner comme toujours, mais personne ne s'est assis à table. Mon petit-fils m'a embrassé comme chaque jour avant d'aller à l'école sans rien comprendre à ce qui se passait, mais sa mère l'a dépêché comme si même ce geste innocent était une menace. Quand ils sont partis, je suis restée seule dans la cuisine à ramasser des assiettes intactes. Je ne m'étais jamais sentie aussi invisible, pas même quand j'étais jeune et que personne ne me demandait comment j'allais. Au moins, à l'époque, je savais que c'était temporaire, maintenant en revanche l'indifférence venait de ceux-là même à qui j'ai livré ma vie entière. Je me suis penchée à la fenêtre et j'ai vu mon fils monter dans la voiture pour aller au restaurant où il travaillait maintenant. Ironiquement, il était là grâce à moi, à mon histoire, aux liens que j'avais construits, mais il semblait oublier tout cela chaque fois qu'il me regardait, pour lui je n'étais qu'une présence gênante, une bouche de plus à nourrir, une ombre qui ne produisait plus. J'ai fermé le rideau et je me suis assis sur le fauteuil, l'air était lourd, j'ai senti que le pire restait à venir et j'avais raison. Une semaine après, une tasse de café s'est transformée en l'étincelle qui allumerait l'incendie final et ce matin-là se terminerait avec mon fils me criant de quitter sa maison. Le petit déjeuner de ce dimanche ressemblait à n'importe quel autre. Pain grillé, café chaud et silence pesant. Je sentais déjà que quelque chose allait exploser, mais je n'imaginais pas que ce serait aussi violent. Ma belle-fille est arrivée tard à la table avec le sourcil froncé et cette attitude de celui qui cherche la dispute rien qu'en respirant, elle s'est assise et a commencé à critiquer la façon dont la nourriture était servie, que le pain était sec, que le café était trop amer, que le lait n'était pas de la marque qu'elle aimait.
J'ai essayé de garder mon calme, mais quand elle a insinué que j'en faisais moins maintenant que je ne travaillais plus, quelque chose en moi s'est brisé. Je lui ai répondu non pas en criant, mais avec fermeté, je lui ai dit que je n'étais pas sa servante, que je méritais le respect. Mon fils, qui jusqu'à ce moment était resté silencieux, s'est levé d'un coup et a frappé la table du poing. Il m'a regardé comme si j'étais une étrangère, comme si cette petite réclamation était une trahison impardonnable. Si tu n'aimes pas notre façon de vivre, tu peux t'en aller, c'est ma maison, pas la tienne, il a dit sans hésiter, sans peine, sans remords. Ma belle-fille a croisé les bras et a acquiescé avec un sourire satisfait, comme si elle avait gagné une bataille. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas pleuré, je me suis juste levée, je suis allée dans ma chambre et j'ai commencé à faire ma valise. Chaque vêtement plié était un souvenir brisé, chaque chaussure rangée, un morceau de dignité récupéré. Je suis sortie la tête haute, aucun des deux ne s'est proposé pour m'aider, il n'y a pas eu d'adieu, seulement la claque de la porte derrière moi, sèche, brutale, définitive. J'ai marché quelques mètres sans savoir où aller, je n'avais pas d'amis proches ni de parents qui m'offriraient un refuge, mais je n'étais pas perdue. Je me suis souvenu du restaurant de Salvador, ce petit local où les employés m'accueillaient toujours avec un sourire sincère. J'ai pris un taxi et j'ai demandé qu'il m'y conduise, au moins, pensais-je, je pourrais manger quelque chose avant de chercher une pension décente. Mon estomac était vide, mais plus vide encore était l'espace que mon fils a laissé en moi. Quand je suis arrivée, l'endroit était presque plein. Je me suis assis à une table près de la baie vitrée et j'ai commandé une soupe de lentilles et un ragoût de bœuf. C'est alors que je l'ai vu, Emilio, le chauffeur et vieil ami de Salvador. En remarquant ma valise, son visage a changé immédiatement, il s'est approché, m'a salué avec une poignée de main sincère et a demandé sans détour. Que se passait-il? J'ai hésité quelques secondes, puis, sans pouvoir l'éviter, je lui ai tout raconté. La retraite, la réaction de mon fils, l'expulsion. Je n'ai pas mentionné l'argent, cela restait mon bouclier invisible. Ce que j'ignorais, c'est que ces mots partagés entre les cuillerées de soupe allaient parvenir aux oreilles de Salvador bien plus tôt que je ne l'imaginais, et il ne comptait pas rester les bras croisés. Cet après-midi, après avoir dit au revoir à Emilio, j'ai marché d'un pas lent jusqu'à une pension proche. La chambre était petite, avec un lit simple et une fenêtre qui donnait sur une ruelle silencieuse. J'ai payé 2 nuits en espèces, en faisant attention à chaque billet comme s'il s'agissait du dernier. J'ai fermé la porte à clé et je me suis assis sur le bord du lit. J'étais là, avec presque 800 000 $ à la banque et sans un seul être cher avec qui partager une tasse de café. Ce n'était pas l'argent qui faisait mal, c'était la certitude que j'avais élevé quelqu'un d'incapable de me regarder comme une mère et que maintenant le monde me renvoyait au point de départ, seul. Je me suis obligée à penser avec une tête froide. Je savais que j'avais de quoi survivre, même avec confort. Je pouvais acheter une maison modeste, m'approvisionner, payer mes médicaments, vivre tranquille, mais quelque chose à l'intérieur de moi se refusait à faire ce pas, pas par peur, mais par méfiance. Si avec le peu que j'avais, ils m'avaient traité comme un vieux meuble, qu'est-ce qui se passerait s'ils apprenaient que j'avais maintenant une petite fortune? Je me suis gardé le secret une fois de plus, je me suis juré de ne pas prendre de décision hâtive. J'attendrais, j'observais et quand le moment serait venu, je bougerais mes pions avec le calme de celui qui n'a plus besoin de rien prouver. Le lendemain matin, la sonnerie du portable a sonné tôt, je n'ai pas reconnu le numéro, mais j'ai quand même répondu. C'était Salvador, sa voix sonnait différemment, plus grave, il m'a demandé si j'allais bien et avant que je puisse inventer une excuse, il m'a dit qu'Emilio avait déjà tout raconté. Il ne m'a pas reproché de ne pas l'avoir prévenu, il voulait juste savoir où j'étais hébergée. Au début, j'ai refusé, je lui ai dit que je ne voulais pas lui causer de problème, mais il a été direct, je vais t'envoyer chercher tout de suite. Clara, tu ne vas pas passer un seul jour de plus entre ces murs froids. Il n'y a pas eu de place pour les discussions, il a raccroché et une demi-heure plus tard, la même voiture noire était devant la pension. Je suis montée avec le cœur serré, ce n'était pas de la tristesse, mais un mélange de soulagement, de peur et d'un peu de honte. En chemin, je me suis souvenu de toutes les fois où je suis arrivée à cette même maison en tant que travailleuse, toujours par la porte de service, toujours prête à m'occuper, à soigner, à nettoyer. Cette fois, c'était différent. Cette fois, j'arrivais les mains vides et pourtant, pour la première fois, je sentais que quelqu'un m'attendait, pas pour ce que je donnais, mais pour ce que j'étais. Ce que je n'imaginais pas, c'est qu'en franchissant cette porte, Salvador avait déjà préparé une proposition qui bouleverserait tout ce que je croyais sur le fait de mériter l'affection. Je suis entrée à pas silencieux dans la maison de Salvador, craignant presque de casser quelque chose avec ma seule présence, mais ce n'était pas la même sensation qu'avant. Cette fois, je ne me sentais ni comme une employée ni comme une invitée. Il m'a reçue avec un geste serein et chaleureux, comme celui qui ouvre sa maison à quelqu'un qui aurait toujours dû y être. Il m'a conduite au salon principal et m'a demandé de m'asseoir. Sa voix n'était ni condescendante ni paternaliste, c'était celle d'un homme qui comprenait le poids de la dignité d'autrui. « Clara, c'est ta maison maintenant,
Et je ne le dis pas comme une figure rhétorique, je le dis avec la certitude que tu as toujours fait partie de la famille ici. Je suis restée silencieuse, sans savoir si je devais remercier ou pleurer. Il a continué, il m'a parlé de ses enfants, de la façon dont il mentionnait toujours mon nom avec respect, il m'a dit que ses petits-enfants se souvenaient encore de mes enseignements, de ma cuisine avec tendresse. Nous t'avons vu plus souvent que beaucoup de tantes de sang, a-t-il dit. Puis il s'est levé, il est allé jusqu'à un bureau et a sorti une enveloppe avec des papiers, il m'a expliqué qu'il voulait enregistrer une partie de la propriété à mon nom, pas comme un don ni par pitié, mais comme un acte de justice. Tu as pris soin de cette maison plus que personne, et je veux que tu sentes qu'elle t'appartient aussi, pas seulement par affection, mais par mérite. J'ai voulu refuser, dire que ce n'était pas nécessaire, mais j'ai compris que ce serait aussi une erreur. J'ai passé toute ma vie à donner, à me refuser, à me minimiser, peut-être qu'il était temps d'accepter ce que la vie me rendait sans demander la permission. Je l'ai remercié d'une voix basse mais ferme, il m'a embrassé sans se presser, comme celui qui n'a pas de dette, seulement de la gratitude. Cette nuit-là, j'ai dormi dans une chambre lumineuse avec des draps doux et la sensation profonde d'être enfin dans un endroit où personne ne s'attendait à ce que je travaille pour être acceptée, j'existais seulement et cela suffisait. Mais alors que je me mettais à l'aise devant le miroir, en peignant mes cheveux avec des mains lentes, une notification sur mon portable a déclenché une alarme qui m'a hérissé la peau, c'était une alerte de la banque, un mouvement suspect sur mon compte. Près de 800 000 $ ne passent pas inaperçus et quelqu'un venait d'essayer d'y accéder. Mon fils le savait déjà, et maintenant l'argent n'était plus seulement un secret, c'était son nouvel objectif. Cette notification bancaire m'a glacé le sang, ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un hasard, quelqu'un avait essayé d'entrer dans mon compte en utilisant d'anciennes données, des informations personnelles que seule une personne très proche pouvait connaître. J'ai éteint le portable avec des mains tendues et j'ai respiré profondément, ma première pensée a été lui, mon fils, il n'y avait pas de place pour le doute. Peut-être a-t-il révisé de vieux dossiers, des papiers que j'ai gardés autrefois à la maison, peut-être qu'Emilio a commis une indiscrétion sans le vouloir, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'agissait plus de rejet ni de froideur, maintenant il y avait de la convoitise et cela vient toujours avec violence. Le lendemain matin, j'ai demandé à parler à l'avocat de Salvador, je lui ai tout raconté sans détour, je lui ai remis la lettre de la banque, je lui ai fourni les données et je lui ai demandé une seule chose, protéger chaque dollar. Il m'a regardé avec un mélange de respect et d'urgence, il a promis de blinder le compte, de restreindre les accès, de créer une nouvelle structure qui mettrait de côté toute tentative externe. Il y a ceux qui croient que l'argent que vous avez leur appartient, même s'ils ne l'ont pas travaillé, mais cela peut être prévenu, Clara, et vous êtes allée très loin pour commencer à vous défendre tard. Je l'ai cru pour la première fois, j'étais en train de faire quelque chose non pas pour aider les autres, mais pour me protéger moi. Cet après-midi-là, Salvador m'a trouvé dans le jardin en train d'arroser de nouvelles plantes qu'ils avaient apportées, il m'a observé un moment avant de parler, il m'a dit qu'il avait entendu des rumeurs, que mon fils avait commencé à dire du mal de moi avec d'anciennes connaissances du quartier, qu'il se faisait passer pour la victime, qu'il disait que je l'avais abandonné, que maintenant je vivais dans une maison de maître et que je l'avais oublié. Cela fait partie du jeu quand tu cesses d'être utile et que tu deviens libre, m'a dit Salvador. J'ai acquiescé sans dire un mot, cela ne faisait plus mal, mais cela brûlait de savoir que l'ingratitude pouvait aller si loin, que même après m'avoir mise à la rue, il avait encore le culot de se faire passer pour le fils abandonné. Cette nuit-là, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu, nous devons parler, je te jure que ce n'est pas pour l'argent. Je n'y ai pas répondu, mais le lendemain, en sortant de la maison pour aller au marché, je l'ai vu, il était debout devant la grille de la propriété avec le visage défait et une expression qui mélangeait supplication et rage. Mon fils avait franchi la ligne et maintenant il était prêt à tout pour récupérer ce qui ne lui a jamais appartenu. Je me suis arrêtée à quelques mètres de l'entrée sans descendre de la voiture, je l'ai vu de loin, debout, avec les épaules tombantes, mais les yeux allumés, ce n'était pas l'enfant que j'ai élevé, ni le jeune homme insécurisé que j'ai aidé à s'en sortir, c'était un homme désespéré, concentré sur un seul objectif, reprendre le contrôle sur moi ou sur ce que j'avais. Il feignait le calme, mais la façon dont il serrait les poings et marchait en cercle disait autre chose. Quand le chauffeur m'a proposé de descendre, je lui ai demandé de continuer, je n'allais pas affronter cette scène sans y réfléchir clairement. Je l'ai observé par le rétroviseur pendant qu'il s'éloignait et j'ai su qu'il n'abandonnerait pas facilement. Plus tard, Salvador m'a demandé si je voulais qu'il prenne des mesures légales, il a dit qu'il pouvait ordonner qu'il ne s'approche pas de la propriété, voire demander une protection si nécessaire. Je l'ai remercié, mais je lui ai demandé du temps, je voulais voir jusqu'où il était prêt à aller. Ce même après-midi, j'ai reçu des captures d'écran de connaissances sur les réseaux sociaux. Mon fils avait commencé à publier des messages indirects où il insinuait que sa mère était devenue une femme froide et ambitieuse depuis qu'elle avait de l'argent, qu'elle lui avait tout donné et que maintenant on le traitait comme un étranger. Chaque mot était un mensonge déguisé en vérité, une stratégie pour gagner la sympathie de ceux qui ne connaissaient pas notre histoire. J'ai décidé de ne pas répondre, de ne pas entrer dans son jeu, mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est ce qu'il a fait ensuite.
Il a appelé Salvador directement, il lui a demandé du travail dans un autre restaurant avec un ton apparemment repenti, il voulait s'approcher par un autre chemin. Quand Salvador me l'a raconté, il m'a donné le choix, le permettre ou lui fermer la porte pour toujours. Je n'ai pas hésité, je lui ai demandé de ne plus l'aider, du moins pas tant que je serais sous son toit, c'était ma seule limite. Maintenir la paix et protéger ce que j'avais réussi à construire loin des manipulations et des fausses réconciliations. Cette nuit-là, en vérifiant le courrier arrivé à la maison, j'ai trouvé une enveloppe sans expéditeur, avec à l'intérieur, une feuille écrite à la main, « Ce n'est pas juste que tu es tout, je suis ton fils et la loi me donne droit à une partie. » Il ne signait pas, mais ce n'était pas nécessaire. Cette menace ne faisait que commencer et la prochaine fois, elle n'arriverait pas sur papier, mais en personne avec des avocats. J'ai gardé la note dans un tiroir sans clé, pas par négligence, mais parce que je n'avais plus peur, ce qui me paralysait avant me confirmait maintenant que j'avais bien fait de mettre de la distance. Mon fils ne cherchait ni justice ni réconciliation, il cherchait de l'argent et il le cherchait comme si cela lui appartenait, comme si toutes les années où j'ai travaillé à nettoyer, à servir et à me sacrifier avaient été un investissement conçu pour lui. J'ai décidé de ne pas répondre, mais ce même jour, j'ai contacté à nouveau l'avocat, je lui ai demandé de tout laisser par écrit. Il n'y avait pas d'héritage, il n'y avait pas de cession, il n'y avait pas de promesse, ce qui était à moi continuerait de l'être jusqu'au dernier jour et après, si je le décidais, cela irait à celui qui le mériterait vraiment. Pendant ce temps, Salvador, attentif comme toujours, m'a offert quelque chose qui m'a ému plus que n'importe quel cadeau matériel, il m'a dit que je pouvais prendre cet argent et acheter une maison à mon nom, loin du bruit, loin des regards, mais j'ai préféré attendre, je n'étais pas encore prête à disparaître de la carte. Pas parce que je voulais me venger, mais parce que je n'avais pas encore clos tous les chapitres de cette histoire. J'ai accepté en revanche qu'il m'accompagne pour visiter quelques propriétés discrètes, je voulais voir, toucher, imaginer une vie où je n'aurais plus à justifier ma valeur. Une semaine plus tard, alors que nous marchions dans un ensemble résidentiel simple mais charmant, j'ai reçu une notification sur mon téléphone portable. Mon fils avait déposé une demande formelle pour contester ma capacité à administrer mes propres biens, il affirmait que mon âge et mon état émotionnel instable me rendaient vulnérable aux manipulations. L'effronterie était telle que pendant un moment j'ai ri, mais quand j'ai fini de lire le document, j'ai compris que ce n'était pas seulement une attaque, c'était un plan, il voulait me faire passer pour incapable, déclarer que quelqu'un m'avait influencé et ainsi avoir accès à tout ce que j'avais obtenu. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec le cœur ferme et le front haut, j'ai remis les papiers à l'avocat et je lui ai demandé de préparer une réponse claire, percutante et publique si nécessaire. Je suis plus lucide que jamais et plus décidée que de toute ma vie. Il a acquiescé, Salvador m'a observé depuis la porte et n'a rien dit, il savait que cette bataille n'était plus seulement pour l'argent, elle était pour mon nom, pour ma voix, pour mon histoire. Mais pendant que je me préparais à me défendre, mon fils avait déjà franchi l'étape suivante et cette fois, il venait avec des caméras et des microphones. Pas même une semaine ne s'était écoulée quand les messages ont commencé à arriver, des personnes que je n'avais pas vues depuis des années m'écrivaient d'un ton confus, d'autres avec pitié, certains même avec un certain mépris. « Ça va ? Est-ce vrai ce que dit ton fils ? Quelle tristesse de finir ainsi. » Je ne comprenais rien, mais un lien a suffi pour tout comprendre. Mon fils avait créé une chaîne sur les réseaux sociaux où il apparaissait en train de parler devant une caméra avec le visage chagriné et les yeux vitreux. Il racontait une histoire qui avait peu de vérité et beaucoup de manipulation. Il disait que sa mère l'avait abandonné, qu'elle l'avait laissé sans aide quand il en avait le plus besoin. Que maintenant elle vivait entourée de luxe alors qu'il se battait pour nourrir sa famille. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas ce qu'il disait, mais comment il le disait, il utilisait des phrases soigneusement conçues pour susciter la compassion, il qualifiait mes décisions de froides, d'imprévues, d'inexplicables, il ne mentionnait pas qu'il m'avait chassé de sa maison, ni qu'il avait essayé de voler mon argent, ni qu'il avait essayé de me faire déclarer incapable. Tout était monté pour le faire apparaître comme le fils fidèle et blessé et le pire, les gens le croyaient, les commentaires étaient remplis des insultes envers moi, de prétendues solutions, de conseils pour me poursuivre en justice, m'obliger à céder, me faire entrer dans la raison. Je n'ai pas ressenti de colère, j'ai ressenti une déception profonde. Le voir utiliser mon nom pour construire son personnage de martyr a été un coup de poignard inattendu, mais a également été une confirmation. Il n'y avait plus de doute, il ne s'agissait pas d'un malentendu ni de blessure du passé, il s'agissait d'ambition, il m'utilisait comme bouclier, comme excuse, comme théâtre, alors j'ai pris une décision. S'il allait m'exposer, je raconterais aussi ma version, pas avec de la haine ni avec des cris, mais avec des preuves, avec des documents, avec la vérité, et si le monde voulait voir l'autre côté, je le lui montrerais avec le même courage avec lequel j'ai vécu toute ma vie. J'ai appelé Salvador, je lui ai demandé de l'aide pour enregistrer une vidéo, pas pour attaquer, mais pour me défendre. J'ai aussi demandé à l'avocat d'organiser tout, relevé de compte, acte, reçu d'hôpital, certificat d'adoption, l'histoire complète, parce que si les gens allaient me juger, qu'ils le fassent en sachant ce qui s'était réellement passé. Ce même soir, j'ai ouvert ma propre chaîne et avec une seule phrase, j'ai mis en échec sa version. Je suis la femme qu'on appelle la mère la plus cruelle d'Internet, mais voici la partie qu'il n'a jamais voulu vous raconter.
Je me suis assise devant la caméra avec le dos droit, les cheveux attachés et les mains croisées sur les genoux. Je ne portais ni maquillage ni vêtements voyants, seulement un pull gris et le regard ferme de celle qui n'a plus rien à cacher. J'ai commencé lentement, d'une voix posée mais sûre. Je m'appelle Clara, j'ai 70 ans, j'ai été mère célibataire, employée de maison pendant plus de 3 décennies et aujourd'hui, on m'accuse d'avoir abandonné mon fils. Cette vidéo n'est pas pour me venger, elle est pour raconter ce qu'il n'a pas dit. Il n'y a pas eu de larmes, je n'en avais pas besoin, ce que j'avais, c'était de la mémoire et cela pesait plus que n'importe quel discours fin. J'ai tout raconté depuis le début, comment j'ai travaillé depuis jeune, comment j'ai élevé seul un fils tout en nettoyant des maisons étrangères, comment je suis devenue gouvernante d'un homme qui avec le temps est devenu de la famille. J'ai raconté comment j'ai aidé mon fils à s'en sortir, comment je l'ai reçu dans ma maison quand il s'est marié, comment j'ai pris soin de ses enfants, j'ai cuisiné, j'ai nettoyé, j'ai payé les factures. Ensuite, j'ai parlé du mépris, des humiliations, du jour où ils m'ont chassé avec une valise à la main. Je n'ai pas mentionné de nom, je n'ai pas utilisé d'insultes, mais chaque mot était soutenu par des documents qui s'affichaient à l'écran, des virements, des photographies, des messages, c'était ma vérité, propre et directe. La vidéo a été publiée ce même soir. En quelques heures, elle a commencé à être partagée, beaucoup l'ont ignorée, d'autres l'ont critiquée, mais des milliers ont commencé à remettre en question l'histoire que mon fils avait vendue. Pourquoi n'a-t-il jamais mentionné qu'il l'a chassée de sa maison et qu'elle ne méritait pas les presque 800 000 $ après avoir travaillé toute sa vie? Ce n'est pas de l'ingratitude, c'est de la cruauté. Les commentaires ont commencé à tourner, le silence qui m'enveloppait auparavant comme une condamnation se brisait maintenant avec chaque témoignage d'autres femmes, d'autres mères qui disaient s'être senties pareilles. Je n'étais pas seule, je ne l'ai jamais été, on m'avait seulement fait croire cela, mais pendant que la vidéo devenait virale, pendant que mon nom cessait d'être une cible facile, mon fils est revenu à la charge, cette fois pas avec des mots, mais avec un document, une demande officielle pour dissimulation de biens familiaux et abandon moral, une tentative désespérée d'arracher quelque chose de plus de moi, même si c'était par le biais des tribunaux. Et j'ai su à cet instant que la prochaine bataille ne se livrerait pas sur les réseaux, mais devant un tribunal. L'enveloppe est arrivée avec un cachet officiel, sur du papier épais et un langage froid, une citation judiciaire de la part de mon propre fils, affirmant que j'avais dissimulé des biens qui, selon lui, devraient être partagés par lien moral et dépendance économique. Il a également inclus une accusation absurde, abandon émotionnel. Comme si ce n'était pas suffisant de m'avoir fait sortir de sa maison, maintenant il voulait que la loi le protège du même vide qu'il avait créé. J'ai fermé l'enveloppe sans dire un mot, cela ne me surprenait pas, quand quelqu'un ne connaît pas ses limites, il est prêt à vous entraîner avec lui afin de ne pas accepter son propre échec. L'avocat qui m'assistait, un homme jeune mais perspicace, a lu les documents calmement, il m'a dit qu'il n'y avait rien à craindre, que les preuves étaient de notre côté, que ni légalement ni moralement, il ne pouvait exiger un centime de ce que j'avais gagné par mon travail. Salvador, qui m'avait accompagné en silence, a offert de déclarer comme témoin, j'ai été son employeur, son ami, sa famille, je ne permettrai pas qu'on la salisse par ambition. Je l'ai remercié sans mots, savoir que je n'étais pas seule m'a donné des forces, mais malgré cela, le cœur me pesait, devoir m'asseoir devant un juge pour défendre mon droit de vivre en paix était une humiliation déguisée en procès. Le jour de l'audience, je suis entrée au tribunal avec le front haut, je portais une robe simple, les documents sous le bras et le soutien de toute une vie construite sans faveur. Mon fils évitait mon regard, son avocat arrogant a essayé de me dépeindre comme une vieille femme manipulée par des riches, mais chaque fois qu'ils avançaient un argument, nous avions une preuve. Ma déclaration a été claire, sans dramatisme, j'ai raconté ce que j'ai vécu, j'ai montré chaque facture, chaque transaction, le juge, un homme au visage dur mais juste, écoutait avec attention et pendant que je parlais, quelque chose a changé en moi, je n'étais plus la mère demandant de la compréhension, j'étais une femme exigeant justice. L'audience s'est terminée en silence, ils nous ont dit que le jugement serait annoncé dans 48 heures, nous sommes rentrés chez nous sans beaucoup parler, mais ce soir-là, pendant que je préparais une tasse de thé, Salvador s'est approché et m'a dit quelque chose qui m'a fait frissonner. Clara, si le juge se prononce en ta faveur, je veux te proposer quelque chose de plus, quelque chose qui pourrait changer non seulement ta vie, mais aussi la façon dont tu termines cette histoire. Et son regard m'a tout dit, ce qui venait n'était pas seulement un nouveau chapitre, c'était une nouvelle vie. Les 48 heures suivantes se sont senties éternelles, non pas par peur, mais par le poids d'eux. L'attente, j'avais exposé mon histoire, défendu ma vérité et maintenant tout était entre les mains d'un juge que je ne connaissais que par des papiers et des regards fugaces. Malgré cela, je me sentais tranquille, pour la première fois depuis longtemps mes mains ne tremblaient pas, j'avais fait ce qui était juste et cela ne dépendait pas du verdict. Salvador m'observait avec un mélange de fierté et de tendresse, sachant que chaque pas que je faisais n'était pas seulement pour moi, mais pour tant de femmes qui ont vécu en silence leur propre version d'abandon. Cet après-midi-là, pendant que nous arrosions les plantes, Salvador a rompu le silence, il m'a dit que quoi qu'il arrive avec le procès, il voulait que je reste dans sa maison. De façon permanente.
Mais pas comme une invitée ni comme quelqu'un qui occupe une pièce étrangère, il voulait que nous partagions la propriété, les dépenses, les décisions. Il ne me reste plus beaucoup de vie, Clara, a dit d'une voix douce, et je ne veux pas passer ce qu'il en reste à me sentir seule entre de grands murs. Ce n'était pas une proposition romantique ni une demande sentimentale, c'était une alliance de respect, d'histoire. Partigi. Cela m'a émue, mais cela m'a aussi effrayée, c'était une autre étape et cette fois je faisais quelque chose que je n'avais jamais imaginé avoir, une paix réelle. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, j'ai pensé à tous ceux que nous avions vécus, à comment cela avait commencé. En nettoyant cette même maison pour quelques pièces et maintenant on m'offrait d'en faire partie sur un pied d'égalité, ce n'était pas de l'aumône, c'était de la reconnaissance, et le plus important, il n'y avait pas de conditions, personne ne me demandait rien en échange, seulement de me permettre d'être soignée. Quand le jour s'est levé, j'avais déjà la réponse, je n'avais plus besoin d'y penser, je lui ai dit oui, que j'acceptais de rester, que finalement j'acceptais de faire partie de quelque chose sans me sentir de passage, et lui, avec un sourire à peine esquissé, il m'a pris la main avec respect, nous n'avions pas besoin d'en dire plus. Quelques heures plus tard, la notification officielle est arrivée, le juge s'est prononcé en ma faveur, déclarant qu'il n'existait aucune obligation légale ou morale qui m'obligeait à partager mes biens avec mon fils, et qui plus est, il a averti que toute nouvelle tentative de harcèlement ou de diffamation serait considérée comme une faute grave. C'était la clôture d'un cycle, la confirmation de quelque chose que je savais déjà au fond de moi, ma vie m'appartenait enfin, mais juste au moment où je croyais que la tempête était passée, une lettre anonyme est apparue. Dans la boîte aux lettres avec une seule phrase écrite, à la main, tout n'est pas encore dit. La Lettre était petite, sans expéditeur, écrite à l'encre bleue et d'une écriture tremblante, elle disait seulement « Tout n'est pas dit encore ». Je l'ai lue 3 fois de suite en cherchant une signification cachée, un indice, c'était une phrase simple mais chargée d'intention, d'avertissement, de menace, de supplication. Je l'ai froissée avec soin et je l'ai mise dans un tiroir. Avec les documents du procès, je n'ai pas voulu en parler à Salvador immédiatement, non pas parce que je voulais la cacher, mais parce que je n'étais pas disposée à permettre qu'une autre ombre ternisse ce nouveau chapitre de ma vie, mais quelque chose me disait que ce n'était pas tout à fait terminé. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel. Inattendu, c'était une femme à la voix jeune qui disait être l'avocate de la femme de mon fils, elle voulait discuter de manière pacifique d'une possible conciliation, elle alléguait que ma belle-fille n'était pas d'accord avec le procès, qu'elle voulait arranger les choses et chercher un accord qui éviterait plus de scandales. Je l'ai écoutée en silence en retenant ma respiration, quand elle a fini de parler, j'ai seulement répondu « Je n'ai rien à concilier, dites-lui que ce qu'elle a détruit ne se reconstruit pas avec de jolis mots. » Et j'ai raccroché, il n'y a pas eu d'insulte, il n'y a pas eu de cri, mais dans ma poitrine quelque chose s'est fermé pour toujours. Salvador m'a trouvé dans la cuisine en train de préparer du café, il m'a regardé avec ce calme qui lui était propre et qui parfois semblait tout savoir, sans rien demander, je lui ai parlé de la lettre et de l'appel, il n'a pas été surpris, il m'a dit que quand on décide de rompre avec la dépendance émotionnelle, les autres ne l'acceptent pas facilement, que pour beaucoup de personnes le silence d'une mère est un signe de culpabilité, mais en réalité c'était elle. Acte le plus puissant de résistance. Je l'ai remercié avec un léger sourire, je me sentais fatiguée, oui, mais pas vaincue, j'apprenais à poser des limites, même si elles arrivaient tard, même si elles faisaient mal. Cette nuit-là, pendant que je m'installais dans le fauteuil avec mon tricot, Salvador s'est approché avec un dossier de documents, il a dit qu'il avait déjà commencé les démarches pour m'inclure comme cotitulaire de la propriété, non pas parce que tu en as besoin, mais parce que tu le mérites. J'ai caressé la couverture avec mes doigts sans l'ouvrir, pour la première fois un foyer appartenait, non seulement par présence, mais de droit, mais pendant que je souriais, le téléphone portable a vibré, un nouveau courrier électronique, cette fois avec un sujet encore plus perturbant. On se voit bientôt, maman, et j'ai compris en lisant ces 4 mots que mon fils n'avait pas encore fini de jouer sa dernière carte. Le message était bref, sans signature, sans corps, sans explication, seulement ces 4 mots, on se voit bientôt, maman. J'ai senti un frisson me parcourir le dos, non pas par crainte physique, mais par le poids émotionnel qu'il portait, après tout ce que j'avais fait, après le procès, les attaques publiques et les mensonges, il avait encore l'audace d'utiliser le mot maman comme s'il ne l'avait pas vidé de tout son sens. Je n'ai pas répondu, je l'ai bloqué,
mais quelque chose m'a dit que ce n'était pas une simple tentative d'intimidation, mais un avertissement. Il allait apparaître, il allait me chercher, et cette fois il ne viendrait pas seul. J'ai informé elle. Avocat immédiatement, il m'a recommandé de tout garder, courriel, lettres, messages, toute forme de contact. Il m'a expliqué que nous pourrions demander une ordonnance restrictive s'il tentait de s'approcher d'eux. Nouveau, mais au-delà de l'aspect légal, ce qui me pesait, c'était l'aspect humain, cela me faisait mal d'accepter. Que cet enfant à qui j'ai appris à marcher, à lire, à se défendre, me poursuive aujourd'hui, non pas par amour, mais par cupidité. Je me suis assise dans le jardin au crépuscule. En observant les feuilles sèches qui tombaient lentement, elles étaient comme des parties de ma vie que j'avais lâchées une par une pour arriver à ce moment et, pourtant, il y en avait encore une qui résistait à tomber. Le jour suivant, Salvador a organisé un repas spécial, seulement nous deux, il a voulu tout célébrer, le verdict en ma faveur, la nouvelle écriture partagée, ma force, il m'a servi un verre de vin et apporté un toast, non. Pas avec des mots bruyants, mais avec ce silence plein de présence que seuls savent maintenir ceux qui ont aimé en silence pendant longtemps. C'est alors qu'il m'a dit quelque chose qui m'a prise par surprise. Clara, si un jour tu décides de disparaître de tout cela, j'ai une maison dans le sud, personne ne saurait où tu es, tu pourrais vivre tranquille, sans pression, sans ombre. Cela m'a émue, non pas parce que je pensais fuir, mais parce que c'était beau que quelqu'un m'offre une issue au cas où, sans rien me demander en échange. Cette même nuit, pendant que je me préparais à dormir, j'ai entendu un coup sec à la porte principale. Ce n'était pas la sonnette, c'était un coup de poing. Salvador s'est levé avant moi, mais quand nous avons allumé la lumière du porche, je l'ai vu, mon fils debout de l'autre côté de la grille, les yeux exorbités, le corps tremblant, il ne criait pas, il répétait seulement encore et encore d'une voix rauque. Parler avec toi, seulement toi peux m'aider maintenant, et pour la première fois j'ai hésité à fermer la porte ou à ouvrir une nouvelle. Bless-her. Je suis restée immobile en l'observant depuis la fenêtre, ce n'était pas le même homme qui avait crié dessus, qui m'a chassée avec une valise entre les mains, c'était une ombre de lui. Même, des vêtements froissés, un visage cerné, un regard Despair. Je n'ai rien dit, Salvador, toujours attentif, m'a demandé si je voulais qu'il appelle quelqu'un, je lui ai demandé d'attendre, je suis sortie lentement, j'ai descendu les marches du portique et je me suis arrêtée de l'autre côté de la grille, il ne s'est pas approché, il a seulement baissé la tête. Et a répété d'une voix brisée, j'ai tout perdu, le travail, la maison, même ma femme est partie, je n'ai plus personne. Ces paroles étaient réelles, mais je ne savais pas si elles étaient aussi vraies. Je n'ai pas répondu immédiatement, je l'ai observé en essayant de distinguer s'il venait par repentir ou par intérêt, il a levé le regard et pendant un instant j'ai vu l'enfant qui autrefois tenait ma main pour traverser la rue, cela m'a fait mal, cela me faisait mal. Parce que je n'étais pas de pierre, parce que je continuais à être sa mère même s'il avait oublié d'être fils. Il a dit qu'il ne voulait pas de mon argent, qu'il n'était pas venu demander quoi que ce soit, qu'il avait seulement besoin d'un endroit où être quelques jours. Je n'ai plus de dignité, maman, je veux seulement dormir sans peur. Mes mains ont tremblé, mais ma voix est restée ferme, je lui ai dit qu'il ne pouvait pas entrer dans la maison, mais que je l'aiderais d'une autre manière, j'ai demandé à Salvador d'appeler Emilio, en moins d'une demi-heure nous avons obtenu une chambre dans une pension décente, j'ai payé une semaine en espèces, je lui ai donné de la nourriture, un manteau et le numéro d'un thérapeute qui m'a aidé autrefois, je ne lui ai pas offert d'amour ni de pardon immédiat, seulement de l'humanité. Il ne m'a pas remercié, il est parti la tête basse, sans regarder en arrière, je ne savais pas si c'était de l'orgueil ou de la honte, mais j'ai fermé la porte en sachant que cette fois je ne l'ai pas fait pour lui, je l'ai fait pour moi, parce que porter de la rancune pèse plus lourd que n'importe quelle valise, cette nuit. La Salvador m'a embrassée comme quelqu'un qui sait qu'une guerre silencieuse venait de se terminer, il m'a dit que j'avais fait ce qui était juste, mais que je n'oublie jamais tout ce qu'il m'avait coûté d'arriver jusqu'ici, je lui ai répondu que je m'en souviendrai chaque jour, chaque fois que je fermerai la porte de ma maison et que je ne ressentirai pas de culpabilité à le faire, et au réveil le jour suivant, une lettre M. attendait sur la table avec 6 mots qui me feraient encore trembler, si je meurs, je veux que tu saches ceci. La lettre était pliée avec soin, comme si quelqu'un avait voulu que chaque pli parle. Avant les mots, je l'ai reconnu immédiatement, c'était l'écriture de mon fils, il était parti de la pension sans dire au revoir, mais il a laissé cela sur le comptoir en demandant à Emilio de me la faire parvenir, je l'ai ouverte avec des mains fermes, sans me presser, elle disait, si je meurs, je veux que tu saches ceci,
je n'ai jamais appris à être un fils parce que j'ai grandi en te voyant être tout sauf une mère pour toi-même. Tu m'as tout donné, mais je n'ai su que prendre, je n'ai pas su comment prendre soin de toi, ce que j'ai fait n'a pas de pardon, mais au moins tu mérites là. Verité. Et il terminait par une phrase qui m'a brisé l'âme. Peut-être que je n'ai jamais su t'aimer, mais aujourd'hui je regrette de ne pas avoir essayé. Je n'ai pas pleuré, j'avais tellement vécu que je n'avais plus de larmes, mais j'ai senti quelque chose en moi se relâcher, comme une corde qui se lâche enfin après des années à tirer fort. Ce n'était pas un pardon complet, ce n'était pas une rédemption, mais c'était une fissure, une fente par où peut-être un jour un peu de paix pourrait entrer entre nous. J'ai gardé la lettre dans une boîte en bois où je conserve le peu qui me reste de ma jeunesse, non pas pour m'en souvenir avec nostalgie, mais pour ne jamais oublier la leçon la plus dure. Qu'il ne suffit pas d'aimer, il faut aussi apprendre à recevoir l'amour. Ce même après-midi, nous avons signé avec Salvador les documents finaux, la maison n'était plus seulement la sienne, elle était aussi la mienne, non pas par caprice ni par nécessité, mais par justice. Nous avons convenu que si un jour il venait à manquer avant moi, j'aurais le droit de rester là jusqu'à la fin de mes jours. Il m'a regardé avec un sourire tranquille et m'a dit qu'il n'avait jamais eu autant de certitude quant à une décision. Je lui ai répondu que pour la première fois de ma vie je ne sentais plus que je vivais dans ce qui ne m'appartenait pas, cet endroit, ce calme, cette liberté étaient maintenant aussi les miens. Les jours ont repris leur rythme, café le matin, promenade dans le jardin, lettres de femmes qui m'écrivaient après avoir vu mon histoire sur Internet. Elle ne m'appelait plus la mère cruelle, mais la courageuse, celle qui a posé des limites, celle qui n'a pas abandonné, et même si je ne cherchais pas la reconnaissance, chaque mot m'étreignait parce que je comprenais que mon histoire ne m'avait pas seulement sauvée.